après cette introduction institutionnelle et formelle, mais nous allons poursuivre aussi nos échanges, évidemment, avec vous. Vous voyez que j'ai une nouvelle rectrice à ma gauche, je suis très impressionné. Et je donne tout de suite la parole, justement, on vous a déjà beaucoup cité et remercié, mais à Rémi Hens, voilà, directeur du développement durable de la maison Hermès. Merci beaucoup. Alors, je prends la parole au nom d'un groupe de projets. Donc, Audrey Bled, responsable des projets RH en charge du mécénat pour les métiers. Owen Golser, qui est le directeur des collections mobilier et luminaires d'Hermès Maison. Et on est très heureux de pouvoir faire ce partenariat. Alors, Hermès, c'est une maison de savoir-faire, d'excellence et d'héritage, vous l'avez entendu. On est présent depuis maintenant 188 ans et on tient, à travers les crises, à travers les différents événements du monde, grâce à ces trois piliers, savoir-faire, excellence et héritage. Et vous verrez, ce sont des points qui sont clés pour nous et qui sont reflétés dans ce concours. Alors, Hermès Maison, c'est une petite structure dans la grande structure, et qui a beaucoup de sens autour de ce concours parce qu'on fait de la production et de la création d'objets, de mobilier luminaire, des arts de la table et du textile que vous allez retrouver dans un univers de maison. Ça représente 500 et quelques collaborateurs, dont 300 artisans et 2 manufactures du côté d'Angoulême et de Limoges et un atelier à Pantin pour Puyforca qui est un orfèvre. Et puis depuis 2023, Hermès Maison accompagne ce concours. Alors, accompagne le campus Momad, les manufactures nationales et ce prix. Alors, accompagner, ça veut dire quoi? Il y a 3 choses, et je vais rentrer dans les détails de ces 3 sujets. C'est une offre, c'est un accompagnement financier, pardon. On a un soutien financier, c'est le premier point. On va aussi co-travailler le sujet du concours. Et on va accompagner les étudiants, et on a fait la première édition l'année dernière. On va vous coacher. Alors, pas sur le contenu, ce n'est pas le sujet, ça vous avez vos enseignants, vous avez votre cadre de formation, mais en revanche, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la prise de parole et ce qui va vous en rester du concours au-delà de cette rencontre et dans les années à venir. Et donc, c'est un sujet très important pour nous. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est assez simple. On accompagne des structures dans leur développement, ça c'est un rôle de mécénat clé, et c'est des structures qui nous parlent, et c'est ce qu'on a ici, parce qu'on croit dans les missions des manufactures nationales, les missions du campus, comme si vous avez été présenté, transmettre, former, transmettre, faire, ce sont les sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, tout ça se rentre dans un cadre qui est la fondation d'entreprise Émile Hermès, qui porte notre philanthropie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des actions de la Fondation, mais il y a 4 piliers qui sont importants que vous ayez en tête et qui sont le cadre de notre mise en mouvement. Alors, la création, dans un premier temps, on va faire des commandes de photos, on a aussi des résidences d'artistes. Je vous invite à voir la disruption de ces résidences d'artistes, le cadre qui est offert dans les manufactures au plus proche des personnes qui font, ça c'est très important. La transmission, on accompagne, alors on a commencé dans l'académie parisienne, mais maintenant on est dans toute la France avec Manufacto. On met en lien des jeunes d'école avec des artisans. Ils vont faire pendant 1 an un objet et la découverte des savoir-faire. C'est très important. C'est un patrimoine clé en France. On doit le préserver, on doit l'accompagner. L'environnement et la protection de l'environnement. On a tout un programme qui s'appelle Viginature avec tout un espace pour observer et référencer la nature et finalement la diffusion de notre philanthropie, du mécénat auprès de nos collaborateurs. Et donc, vous voyez, il y a un sens profond dans notre engagement et en particulier avec ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ce sens, et en particulier cette année, est très 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 fort parce que référence et irrévérence fait écho à notre environnement de travail. Quand on fait de la création chez Hermès, on est dans un cadre d'héritage.
On crée des produits dans un premier temps pour durer, donc on est dans cette notion d'héritage, de l'héritage de demain, et toute notre base de création se fait également sur une base d'un héritage. Notre premier client, et qui est encore aujourd'hui le client chez Hermès, c'est le cheval, et donc on crée toujours pour le cheval, et on est toujours en lien avec cet héritage. Il y a beaucoup de maisons qui ont quitté leur héritage premier, et nous, on continue à produire des selles pour les chevaux au Faubourg Saint-Honoré, dans Paris. La création chez Hermès n'est pas amnésique non plus, et ça c'est un point important, et elle ne doit pas être amnésique nulle part. Et il y a deux soutiens clés. Il y a un musée, qui est le musée Émile Hermès, qui n'est pas un musée, mais en fait qui est un lieu de conservation de pièces anciennes, qui ne sont pas des pièces Hermès, et on a le conservatoire. Et ces deux espaces sont la base de nos créations. Et donc l'ensemble des créateurs, quand ils travaillent chez Hermès, passent par ces deux espaces pour pouvoir produire des œuvres. Et donc, on a plusieurs programmes là-dessus. Par exemple, on fait depuis un certain nombre d'années, tous les 3 ans, un prix de création, une réinterprétation d'une pièce du patrimoine par nos artisans. Et vous voyez, ce qu'on fait en interne fait complètement écho au concours. Alors, l'accompagnement, on fait dans la recherche de l'excellence. On croit dans la génération future et la génération présente que vous représentez. Tout ça, le travail autour de la création, autour de la présentation d'une création, ce n'est pas inné, ça nécessite un accompagnement. Et l'éducation, pilier de notre engagement, on veut le faire vivre. On a fait une première expérience l'année dernière d'un mécénat de compétences qu'on va réitérer. Et on a vu la différence, parce qu'on accompagne donc depuis un certain nombre d'années, depuis 2023, le concours, et on a vu une différence de la prise de parole des étudiants qui avaient été coachés l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et donc, c'est ça qu'on souhaite perdurer, cette excellence dans la prise de parole. Alors, on va continuer cet accompagnement avec la même philosophie. Comme je vous disais, on ne va pas vous accompagner dans le contenu, ça c'est un autre sujet et vous avez le cadre pour. On va vous accompagner dans l'aisance orale, la clarté des propos et la confiance dans la prise de parole. On souhaite donner des armes au-delà du concours. Ce sont des armes qui vous serviront toujours et qui feront une différence quand vous porterez un projet, quand vous rencontrerez un recruteur, quand vous rencontrez un studio de design, quand vous devrez défendre un autre projet, un autre concours. Alors comment et qui ? Vous serez accompagné d'un mentor. On va mettre un mentor qui sont des équipes des collections Hermès, donc des personnes qui sont habituées à travailler avec la collection, la création, le commercial, donc qui ont un panel d'ouverture très large. Et ils vont vous accompagner dans différents modules. On est en train de les construire et on vous donnera les détails un peu plus tard dans l'année, mais il y aura 2 temps. Un temps en collectif et un temps après autour de vos projets pour être prêt à présenter et à soutenir vos sujets. Pour conclure, on est très heureux d'accompagner le campus, les manufactures nationales et rencontrer une nouvelle génération de talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Alors, je vais passer la parole maintenant et puis je vais devoir m'éclipser. Alors, c'est d'abord... Allez-y. Alors, je vais... Avant... Voilà. Et moi, je vais m'éclipser, mais comme je connais très bien les 16 pièces, je connais par cœur les 16 pièces qui vont vous être présentées par Lucille Montagne, parmi les 500 000 que composent nos collections. Donc, voilà, mais donc je vous donne la parole, évidemment. Merci beaucoup. Alors, pour prendre la suite, effectivement, là, on vous propose de rentrer davantage dans la dimension opérationnelle du concours, de ce prix plus précisément. Et effectivement, comme le disait Emmanuel Tiblou, il est important, à travers ce concours, de vous encourager à hybrider vos pratiques, à travailler à plusieurs et justement traverser les frontières liées à vos formations. Comme le disait également Emmanuel Tiblou, le campus fédère plusieurs établissements, une 50aine d'établissements, allant de la voie professionnelle jusqu'au master, et on veut vraiment que ce concours s'adresse à ce panel des diversités.
Donc forcément, vous avez tous des cultures différentes selon que vous soyez en DNMAD en lac ou en design d'espace. Forcément, vous avez des pratiques différentes. Et pour vous permettre de vous retrouver tous le mieux possible au sein de ces pratiques différentes, nous avons souhaité mettre en place 3 catégories qui vont vous permettre de vous positionner en fonction des savoir-faire et des pratiques que vous voulez mettre en avant. Donc la première catégorie, Héloïse, tu veux les... Oui, j'en prie. J'y vais, ok. Donc savoir-faire et patrimoine, donc pareil, hein, Emmanuel Thiboult les a déjà présentés tout à l'heure, mais savoir-faire et patrimoine va vous permettre de mettre davantage en avant et en valeur les savoir-faire, les gestes, les métiers que vous connaissez, et en vous inscrivant dans une continuité, dans une tradition, certes toujours potentiellement irrévérencieuse, mais en tout cas de vous accompagner dans cet apprentissage d'une technique artisanale forte et bien ancrée. La seconde catégorie, esthétique et narration, va davantage mettre l'accent sur... ça a été très bien formulé précédemment, du coup, désolé avec mes mots beaucoup plus pauvres, mais va vous permettre de mettre l'accent sur le récit, en fait, sur la notion de narration, de concept, de transmission beaucoup plus symbolique. Ça a une portée beaucoup plus formelle et symbolique, cette deuxième catégorie. Quant à la dernière, actualisation et innovation, c'est pour vous permettre de faire des clins d'œil, de jouer avec des transferts de technologie peut-être, puisque là, vous allez le voir, ces collections, les pièces qui vous sont présentées sont toutes issues, sont toutes des références d'un patrimoine donné, avec les techniques et les pratiques de leur époque. Et aujourd'hui, rien ne vous empêche, mais au contraire, on vous invite à réinterroger ces techniques et à venir en proposer, en ouvrir de nouvelles. Alors cette fois, nous laissons la parole à Lucille. Alors, merci. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par une première présentation un peu plus générale peut-être du mobilier national, des manufactures nationales et de ses collections, avant de vous faire découvrir les 16 œuvres que nous avons choisies avec mes collègues. Alors, le mobilier national, pour revenir peut-être plus précisément avant cette fusion avec les manufactures de Sèvres, est lié à l'histoire du garde-meuble royal et impérial. C'est ce que rappelait un petit peu Hervé Lemoine. On est vraiment dans une tradition ancienne, avec chaque roi qui conservait dans un lieu particulier les œuvres qui pouvaient être amenées d'un château à l'autre. Donc cette idée d'un conservatoire déjà de chaque commande qui est faite et qui est vraiment institutionnalisée au XVIIe siècle sous Louis XIV avec Colbert qui met en place véritablement ce garde-meuble dont sont issues les collections du mobilier national. C'est également Louis XIV qui met en place les manufactures royales, donc la manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais et celle de la Savonnerie, donc deux manufactures de tapisserie et une manufacture de tapis qui sont dont le mobilier national est également héritier, puisqu'en 1937, on fusionnait d'une part le mobilier national et d'autre part toutes ces manufactures textiles, ce qui a permis de créer les collections du mobilier national. En 1976, sont inclus dans cette institution 2 ateliers de dentelle, 2 ateliers conservatoires. Vous en découvrirez également l'atelier d'Alençon et celui du Puy-en-Velay. Ce qui crée une collection très, très hybride, mais en même temps très riche, qui est sans cesse enrichie. Depuis le 1er janvier 2025, nous sommes maintenant une seule institution avec l'ancien établissement public de Sèvres et Limoges. Donc nous avons 2 musées, le musée de Limoges et le musée Adrien Dubouché à Sèvres, qui ont rejoint l'institution, avec la manufacture qui continue à créer toutes les créations de Sèvres, dont nous avons également des collections au sein du mobilier national. Donc vous verrez un panel très large de créations sur lequel je vais revenir peut-être un petit peu plus précisément. Voilà. Vous m'entendez bien, pardon, Tu veux qu'on passe à la... Oui, on peut passer. Commencer. Alors, nous commençons avec de la tapisserie. Voilà, comme je vous le disais,
Alors, je vous laisse un peu de temps. Rassurez-vous, vous aurez les documents ensuite. Peut-être un petit point pratique pour vous expliquer. Là, aujourd'hui, c'est une première présentation générale de ces 16 pièces. Mais vous aurez l'occasion d'avoir une présentation plus détaillée une fois que vous aurez un peu choisi les œuvres sur lesquelles vous voulez travailler par chaque référent. Moi, aujourd'hui, je suis responsable des collections contemporaines, mais chacun de mes collègues spécialistes d'un domaine a préparé un petit peu cette sélection et une présentation plus poussée de l'œuvre vous sera proposée par chaque responsable de collection une fois que vous aurez un petit peu plus mûri peut-être votre projet. Et les œuvres vous seront également présentées au sein du Mobilier National, donc vous aurez l'occasion de les voir en vrai, et pas que sur cette petite projection. Donc là, je vous fais une présentation effectivement plus générale, en recentrant un petit peu sur le contexte pour que vous puissiez bien comprendre. N'hésitez pas ensuite, si vous avez des questions, pour découvrir un peu plus certaines œuvres. Je vous parlais de la manufacture des Gobelins, des manufactures royales. Donc, à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV crée ces manufactures textiles. L'idée, c'est de contrer un petit peu les manufactures flamandes qui sont particulièrement importantes à l'époque. Donc, d'une part, la manufacture des Gobelins qui est là pour les commandes royales et la manufacture de Beauvais, stratégiquement placée près des Flandres, où les nobles pouvaient également faire des commandes. Et là, vous avez un exemple de la tenture des chasses de Maximilien. Donc, ça reprend un motif plus ancien de Bernard von Orley. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez notamment cette idée de tenture. Là, vous avez une seule pièce. Une tenture, c'est un ensemble de tapisseries. Le plus souvent, au XVIIe siècle, on avait des grandes tentures avec de nombreux éléments dont est issue cette tapisserie, le mois de septembre, de la tenture des chasses de Maximilien. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu la collection ancienne de tapisseries. Donc, on a plusieurs milliers de pièces de tapisseries aujourd'hui au sein des collections du Mobilier National, avec un petit peu ces chefs-d'œuvre 17e qui sont importants. Ici, vous avez une seule tenture, sans bordure. Donc, ça pourrait être aussi intéressant de voir un petit peu tout ça. Je vous laisse Serge, je te laisse étudier la suite. À la même époque, création de la manufacture de la savonnerie. Donc, pour la manufacture des Gobelins, nous étions sur la technique de la tapisserie. C'est un point plat. Ici, nous sommes dans la manufacture de la savonnerie. C'est du point noué. Et vous avez ici un fragment de tapis de la salle du trône de Napoléon Ier aux Tuileries, qui a été dessiné par Charles Percier. L'intérêt, donc la plupart des collections qui sont conservées aujourd'hui au Mobilier National, c'est qu'elles ont servi, c'était soit des commandes spécifiques pour des palais tout au long de l'histoire du garde-meuble, donc à la fois pour les rois, mais aussi pour les empereurs. Vous savez que le 19e siècle, l'histoire de la France est assez mouvementée et vous avez donc une succession de régimes. Comme le disait Hervé Lemoine, chaque nouveau dirigeant imprime un petit peu son style et chacun fait de nouvelles commandes pour les palais dans lesquels il s'intègre, avec cette idée intéressante qu'on retravaille parfois des pièces. Donc là, vous voyez les abeilles qui sont assez typiques de Napoléon Ier, et cette idée qu'on retravaille. Là, vous avez le N qui a été supprimé, remplacé par une couronne de laurier. Vous pouvez un petit peu le deviner en dessous en ombre. Donc là, on est déjà un petit peu sur cette question de référence et d'irrévérence. Se dire que chaque nouveau dirigeant a voulu peut-être reprendre des œuvres, mais sans forcément avoir les insignes de son prédécesseur. Alors, on continue sur la tapisserie contemporaine cette fois-ci. L'idée de ces manufactures, c'est que elles sont vraiment instituées à la fin du XVIIe siècle, mais elles ont toujours continué à créer des œuvres contemporaines. Chaque nouveau dirigeant imprime son style, demande aux artistes contemporains de l'époque de travailler pour lui. Bien sûr qu'il y a eu parfois des copies, des reprises de certains modèles anciens, mais on disait vraiment sur une marge de cette création. Aujourd'hui, les manufactures nationales continuent à faire des commissions. Elle demande à des artistes contemporains de lui fournir des projets. C'est le cas à la fois pour les manufactures textiles et aussi pour l'atelier de recherche et de création, qui est un atelier qui crée du design. On achète des projets
qui sont ensuite transcrits par les collègues, les artisans de chacune des manufactures. Et ici, vous avez une tapisserie de Victor Vasarely qui date de 1977. Donc, c'est à partir des années 60 que les manufactures nationales font vraiment entrer l'abstraction dans la création de la tapisserie. Vous avez toujours la même technique que la tapisserie des chasses de Maximilien, puisqu'on est alors, soit sur des tapisseries de haute lisse, soit sur des tapisseries de basse lisse. C'est la différence de positionnement des métiers, mais toujours sur cette même technique du point plat, avec des motifs très, très différents. Donc cette fois-ci, une œuvre abstraite, assez représentative, d'autant que Victor Vasarely a beaucoup travaillé la tapisserie, à la fois dans les manufactures nationales, mais également dans des ateliers privés d'Aubusson. Alors, je vous le disais, en 1976, deux ateliers rejoignent le mobilier national. Donc, le premier, c'est l'atelier de dentelle du Puy-en-Velay, qui conçoit de la dentelle au fuseau, tandis que l'atelier de dentelle d'Alençon fait de la dentelle à l'aiguille. Vous avez donc ces deux techniques, et de la même façon, on demande à des artistes contemporains des œuvres qui sont ensuite transcrites par les ateliers qui emploient chacun une dizaine de personnes. Vous avez ici une dentelle de Christian Jacquard qui est récente, qui là aussi fait un petit peu référence, puisque il s'est inspiré des Vénus préhistoriques pour pouvoir créer un modèle cette fois-ci complètement contemporain. Une seconde dentelle, toujours du Puy-en-Velay, cette fois-ci des perruques. Donc, à nouveau, on s'est un petit peu amusé dans la sélection. Nous aussi, on a fait un peu nos références et nos irrévérences. Avec cette perruque, que je ne saurais forcément dater, mais vous vous doutez bien que ça nous amuse aussi dans cette histoire du garde-meuble et cette histoire un petit peu des techniques, de faire des références à des perruques qui pourraient être... ancienne, et reprendre un petit peu la création contemporaine. Toutes ces dentelles sont en général montées. Il y a aussi, on parlait d'hybridation et ces pendules sont en général montées par l'atelier de tapisserie décor qui fait également des montages au sein du mobilier national. Alors, quelques pièces d'horlogerie et de luminaires, puisque nous avons également une collection très riche. Je reviendrai après peut-être sur les différentes missions du mobilier national, mais nous ameublons les palais officiels, donc beaucoup de typologies de mobilier. Ici, vous avez une horloge portique de Lepaute. La collection d'horlogerie du mobilier national est une des collections de référence. Nous avons énormément de pendules de toute époque. Donc là, vous avez des collections Premier Empire, mais on a eu des commandes très régulières à de nombreux horlogers réputés tout au long de l'histoire du mobilier national. Je pense que le seul domaine où nous serions peut-être un peu plus pauvres, c'est finalement l'horlogerie contemporaine. Donc j'invite peut-être les étudiants à proposer des projets, parce que nous avons de nombreuses collections anciennes. Il faut savoir que comme le mobilier national propose l'ameublement des palais officiels, on est souvent dans des palais qui sont assez anciens, et donc en termes de lustrerie, de luminaires, etc., et de petites pendules, on reste assez souvent sur des styles anciens, puisque c'est en accord aussi avec l'architecture des lieux, ce qui fait, je pense, que nous n'avons que peu de pendules et d'horlogerie contemporaine. Alors, également une lampe bouillotte de la galerie du Palais de Meudon. Alors, nous avons une collection très vaste de lampes bouillottes et de luminaires, puisque ça, c'est aussi important. On pense souvent mobilier, la première chose à laquelle on pense, c'est effectivement des sièges, des choses à utiliser, mais on a également beaucoup de lampes. Donc, avec systématiquement, comme je vous le disais, des choses qui sont livrées pour des lieux spécifiques. Donc ici, c'est pour la galerie du Palais de Meudon. Pour chaque nouvelle résidence, il peut y avoir des commandes spécifiques. On sait qu'elles ont ensuite été utilisées dans différents lieux, puisqu'on peut retracer un petit peu tout leur historique.
Voilà, un objet à la fois typique, puisque nous en avons des collections importantes. Ça a été souvent repris. On a beaucoup de collections de lampes bouillottes Second Empire qui reprennent justement les anciennes. Donc voilà, vous avez déjà aussi cette question de résurgence des styles, de copie, qui est aussi propre à la collection du Mobilier National, qui est aussi importante à étudier. Alors, une œuvre peut-être un petit peu atypique. Comme je vous le disais, même avant la fusion entre le Mobilier National et la manufacture de Sèvres, nous avons de nombreuses pièces de céramique de Sèvres, puisque certaines étaient inscrites dans les palais de la République, etc., et ont été intégrées aux collections du Mobilier National. Nous avons de nombreux vases montés en lampe, puisque voilà, un vase est avant tout décoratif, et les collections du Mobilier National sont plutôt utilitaires. Donc on a comme ça de nombreux vases qui ont été transformés en luminaires, parce qu'on se disait que la décoration ne suffisait pas, et que nous avons des collections de bleu de Sèvres. Voilà, enfin, c'est un modèle qui est assez, à la fois une référence et en même temps qui a été énormément décliné. Donc là, vous avez, alors il vous manque effectivement l'abat-jour, mais vous avez ce vase voilà, monté en lampe dont nous avons de nombreux exemplaires. Et comment ça marche justement pour les abat-jours? Si à un moment vous mobilisez, vous sollicitez cette pièce pour meubler un palais, oui. Vous avez une collection d'abat-jours? Alors on a une collection d'abat-jours qu'on remplace assez régulièrement parce que forcément ça s'abîme, c'est fragile, ça se tache. Et donc voilà, on essaye de... Alors après, quand c'est un vase monté en lampe, on n'a pas forcément un modèle très spécifique d'abat-jour à conserver, mais effectivement, voilà. On vous la présentera peut-être avec un abat-jour pour que ce soit plus intéressant. Alors, de nombreuses pièces de céramique également, pièces utilitaires, de toilettes ou autres, qui sont conservées également dans nos collections, avec par exemple ce flambeau de la manufacture de Sèvres, donc un modèle très simple dont nous avons de nombreux exemplaires. L'idée c'était, je crois, d'un ensemble de 23, l'idée c'était de vous en proposer plusieurs, là vous n'en voyez qu'un. Mais peut-être réfléchir à cette question de série, parce que vous doutez bien qu'un flambeau seul, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, se questionner sur la multiplicité des objets, on parlait d'hybridation, voilà, sur la série. Également des pièces de toilettes, exactement. Donc vous avez ici un nécessaire de toilette au chiffre de la maison de Savoie, donc des commandes spécifiques, voilà, pour usage dans les parties plus intimes, puisque voilà, ce nécessaire de toilette, on n'a pas que des collections de trônes ou de pièces très emblématiques. On a également des pièces qui sont parfois un petit peu plus cachées, moins souvent présentées, de pièces de nécessaire de toilette. On a quelques lits également, à la fois lits de parade et lits plus... plus utilitaires. Ce n'est pas le point le plus important de nos collections. C'est peut-être des choses qu'on oublie un peu plus, mais qu'on redécouvre et qui sont assez, plus souvent présentées en exposition qu'utilisées aujourd'hui, puisque vous vous doutez bien que la céramique, c'est fragile. En tout cas, voilà, des pièces intéressantes, une commande importante pour la maison de Savoie. Donc cette fois-ci, Second Empire. Également, alors d'autres pièces, cette fois-ci liées à l'histoire des résidences royales et impériales, puisque c'est un fauteuil qui a rejoint les collections du Mobilier National un petit peu plus tardivement, puisque c'est une commande 18e, mais qui rejoint fin 19e le Mobilier National, puisque c'est le président Louis-Napoléon qui, en acquérant le château de la Motte-Beuvron, les fait rentrer dans les collections. Donc vous avez parfois une histoire un petit peu... Le mobilier était toujours
amenés à bouger d'un lieu à l'autre, d'un propriétaire à l'autre, puisque parfois, quand on achète une résidence, forcément, on achète aussi le mobilier qui en fait partie. Et donc, c'est un ensemble de 10 fauteuils au départ pour le château de la Motte-Beuvron. Le Mobilier National conserve un ensemble très important de sièges. Donc là, vous avez un exemplaire canné. Vous avez de nombreux types d'assises. J'y reviendrai peut-être un petit peu. Nous avons également des ateliers de restauration qui, du coup, travaillent les techniques anciennes, donc à la fois les garnitures anciennes et plus récentes. Alors, un petit guéridon, cette fois-ci 19e siècle, de l'époque Restauration. On a effectivement de très nombreuses pièces de mobilier, donc à la fois sièges, petits guéridons, petits meubles d'appoint. Beaucoup servent encore aujourd'hui dans les ameublements, puisque vous vous doutez bien que voilà, tout ce qui est console, petits guéridons, au-delà des bureaux officiels qui sont utilisés par exemple par les ministres, sont importants, et des commandes spécifiques de chaque. Donc là, vous avez un petit guéridon restauration cette fois-ci. En bronze doré, qui a servi pour le cabinet de travail de Louis XVIII. Donc cette fois-ci, je vous parlais de la succession des régimes. Chaque roi acquiert ou utilise de nouvelles pièces. Également une collection assez importante de mobilier que nous appelons maintenant escamotable. Alors pendant longtemps, nous avons appelé cette collection le mobilier de campagne de Napoléon. Étant donné que la plupart datent de la fin du 19e siècle, nous avons un petit peu repris tout ça. C'est une large collection de mobilier qui était plutôt utilisé pour les fêtes et les célébrations. Un mobilier qui pouvait s'apporter. On a une large collection de tentes, de mobilier pliant, etc., qui a servi pour des cérémonies, qui a servi lors de réception avec des personnalités étrangères, etc., qui parfois servaient aussi de mobilier de campagne, ou en tout cas qui accompagnaient les principaux dirigeants dans leur déplacement. Donc ici, vous avez un lit pliant en métal et en cuir, et le plus souvent, nous avons également conservé les malles, les étuis de transport qui servaient. Donc là, on a beaucoup de nécessaires. Celui-ci, en plus, fait partie d'un ensemble. Nous avons 3 lits identiques. Donc vous avez un petit peu aussi cet autre usage, non pas forcément pour les palais officiels, mais pour les réceptions officielles, mais qui se font en dehors et qui suivent un petit peu. On revient un petit peu à cette idée de l'origine du garde-meuble, c'est-à-dire faire suivre les collections et les apporter à chaque déplacement d'un dirigeant. Ensuite, une petite table à ouvrage de Fourdinois. Donc cette fois-ci, Second Empire. Alors Fourdinois, on a beaucoup travaillé avec lui à cette période. Donc des typologies, comme je vous le disais, assez différentes. On a beaucoup de consoles. Celle-ci, elle a été livrée pour l'appartement de la princesse Napoléon au Palais Royal. Donc de nombreuses pièces un petit peu, à la fois plus dans la réception ou plus intime. Là, la table à ouvrage, c'est vraiment plutôt un travail plus secret, plus discret, pas forcément complètement intime, mais en tout cas de voir un petit peu ces typologies et le suivi des collections. Dans la période contemporaine, on a repris également, là vous avez les Beaux Dimanches, un ensemble qui a été fait avec la manufacture de Beauvais. La manufacture de Beauvais, qui est une manufacture de tapisserie, était célèbre au XVIIIe siècle pour sa création de garnitures de sièges. Elle ne faisait pas que des tentures qui pouvaient servir à meubler les palais. Elle faisait également beaucoup de tapisseries de sièges, et c'est quelque chose qui a été repris au début du XXe siècle. Donc vous avez notamment cette série Les Beaux Dimanches. Donc dans les années 20-30, on fait de nombreuses commandes à des créateurs
Donc, on demande à la fois à un ébéniste et à un créateur de cartons, de tapisserie de travailler. Donc, vous avez à nouveau cette idée d'hybridation et de travail collaboratif avec et à nouveau cette idée de série, puisque les beaux dimanches, sur chacun des dossiers, vous avez un motif différent. Ici, vous avez la cycliste, vous avez également la voiture d'enfant, enfin, voilà, toute une série d'ensemble, donc avec à la fois la tapisserie de Beauvais et ce siège en palissandre et ivoirine, donc avec des matériaux précieux. On est plutôt sur des fauteuils de représentation, soyons francs, que sur des fauteuils qu'on utilise, puisque la tapisserie de Beauvais, c'est quand même assez fragile. Donc aujourd'hui, c'est des collections qui sont plutôt utilisées en exposition. Alors, pour la période contemporaine, voilà, je vous disais que nous avions donc à la fois des manufactures qui sont très anciennes, et en 1964 est créé un atelier de recherche et de création au sein du Mobilier National. L'idée, c'est de travailler à nouveau en interne et d'avoir des créateurs qui proposent des projets qui soient conçus en interne et qu'on ne fasse pas uniquement appel, comme on le faisait au début du XXe siècle, à des créateurs extérieurs. On continuait à créer de la tapisserie. On a voulu à nouveau créer du design. Il y a eu depuis 1964 de nombreuses commandes. C'est un atelier de 10 personnes environ qui conçoit d'après des modèles de créateurs, à la fois pour les besoins de l'ameublement, donc sans destination précise, et parfois pour des commandes spécifiques. L'idée, c'est qu'on a aussi la question de l'ouverture. Voilà, on est un peu, le Mobilier National sert à la représentation de la France, aussi bien en France, mais également à l'étranger. Et il a beaucoup travaillé pour des ameublements d'ambassade tout au long de son histoire. Voilà, comment dire, Washington, ça c'est au début des années 80, Jean-Michel Villemotte y sollicité et conçoit le bureau de l'ambassadeur avec l'atelier de recherche et de création. Et tout cet ensemble est ensuite décliné par le créateur même avec sa maison d'édition Académie. Donc là, vous avez un bureau plat qui est dans nos collections, que vous pourrez voir parce que l'original est certes à Washington, mais nous en avons d'autres déclinaisons. Voilà, donc là, vous avez l'intégralité des collections. On vous laissera choisir. Peut-être pour revenir un petit peu sur ces questions de mission, l'idée, c'est que là, toutes ces collections sont assez représentatives de la diversité des missions du Mobilier National, puisqu'on a à la fois des missions de conservation des collections. Nous avons aujourd'hui 2 musées de céramique. Donc, on conserve un petit peu des modèles. Beaucoup sont présentés en exposition, sont valorisés dans des publications, etc. Voilà, sont un petit peu... voilà, beaucoup de pièces que vous voyez ne sont pas forcément utilisées aujourd'hui, même si l'une des missions principales également du Mobilier National, c'est celle de l'ameublement des institutions de la République. Donc on ameuble l'Élysée, les ministères, c'est pour ça que les ambassades, effectivement, quelques préfectures. Nous avons une commission de contrôle qui décide si certains dépositaires qui ne sont pas inscrits dans nos arrêtés peuvent bénéficier de dépôts. Nous avons aussi beaucoup de dépôts dans des universités, je me permets, puisque c'est important de le noter pour vous aussi. Et donc, lié à cette mission d'ameublement, nous avons également des ateliers de restauration, puisque, étant donné que la plupart des collections sont en usage, elles doivent être restaurées, entretenues. Nous ne sommes pas un musée. Donc, toutes ces collections, au sein du Mobilier National, nous avons 7 ateliers de restauration. Il y a également des ateliers de restauration à Sèvres spécialisés dans la céramique. L'idée, c'est que ça puisse un petit peu mettre... comment dire, voilà, en usage toutes ces pièces, et ça permet aussi de conserver, au-delà de la partie création, un savoir-faire technique, puisque nous avons des menuisiers en siège, des ébénistes, etc., qui restaurent les pièces. Et nous avons également, et ça c'est une mission qui est très liée voilà, à votre cursus, c'est celle de la formation et de la création, puisque nous continuons, vous l'avez bien compris, à créer des pièces contemporaines, aussi bien du mobilier, du textile, de la céramique, voilà, dentelle et tapisserie. Et nous avons une mission de formation, puisque nous formons des étudiants à la fois à la création en tapisserie, en tapis, en restauration de tapisserie et de tapis également,
au sein du mobilier national, puisque ce sont des techniques qui sont assez peu enseignées par ailleurs. Je vais peut-être conclure par un tout petit point, et puis n'hésitez pas ensuite si vous avez des questions, concernant notre campagne d'acquisition, puisque vous l'avez entendu, Hervé Lemoine vous a indiqué que le projet lauréat pourrait être présenté lors de la campagne d'acquisition. Donc nous avons différentes façons pour enrichir les collections d'acheter, de commander. Nous avons tout d'abord la mission ameublement qui achète très régulièrement des pièces directement auprès d'éditeurs ou de créateurs. Donc là, vraiment pour les missions d'ameublement, parfois en série importante. Vous vous doutez bien que quand on a un bureau de ministre, ameubler, s'il veut une table de réunion pour 12 personnes, on n'a pas forcément, nous, les 10 personnes au sein de l'atelier ne peuvent pas forcément faire des séries de chaises très importantes, donc ça, on achète directement auprès d'éditeurs. Nous achetons également des projets qui sont conçus au sein de nos ateliers et manufactures. Et enfin, depuis 2020, nous avons une campagne d'acquisition. Un jury de spécialistes se réunit pour choisir un ensemble de créations. C'est un appel à projet, donc un appel à candidature. Chaque designer peut participer à cette campagne d'acquisition. L'idée, c'est que ce soit des designers, soit des galeries, en tout cas des choses qui sont un peu plus intimistes, si je puis me permettre, qui sont en tout cas moins diffusées. C'est-à-dire qu'on a une limite de 8 exemplaires. L'idée, c'est d'avoir des créations qui sont un petit peu plus originales. Ça peut être de l'auto-édition, ça peut être... Alors, il faut que ce soit des choses qui soient véritablement finalisées, puisqu'elles ont vocation à servir pour l'ameublement des institutions officielles. Donc, on ne peut pas forcément être sur un prototype qui ne serait pas abouti. Mais en tout cas, voilà, des choses en plus petite diffusion pour pouvoir soutenir au plus près les créateurs, les galeries qui les représentent, et non pas les grandes maisons d'édition ou de distribution, puisque ça a été créé en 2020 suite à la crise du Covid pour soutenir ceux qui en avaient le plus besoin et puis pouvoir enrichir nos collections de pièces un petit peu plus originales, un peu plus innovantes. Et donc, c'est dans ce cadre que le projet lauréat pourra être présenté. Alors, il y aura un projet lauréat par catégorie. Oui, parfait. Donc, voilà. Donc, trois projets qui, nous l'espérons, pourront rejoindre les collections du Mobilier National et faire partie peut-être d'une future sélection référence-irrévérence. Alors, on vous propose là un temps d'échange justement avec Lucille au sujet de ces collections. S'il y a des questions, on a un micro. Lara, tu pourras amener le micro. Tiens, oui, là. Attendez, on vous amène le micro. On vous laisse vous présenter votre établissement. Bonjour, Sophie Saillant, NSAMA. Je suis en DNMA d'événements. Ma question était sur l'hybridation possible. C'est une hybridation de 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Quelles sont les directives à ce sujet? Quelle est la limite? On avait limité à 3, à 2. On n'a pas donné de limite particulière, mais nous, après, entre nous, c'est 3, ça sera 2. Vas-y. Alors, l'idée, c'est de pouvoir quand même pas dépasser les 3 pièces dans l'hybridation pour qu'on puisse avoir une lecture qui soit suffisamment claire et suffisamment immédiate des références auxquelles le projet se rapporte. Bonjour, donc moi c'est Constantin, je suis en école d'horlogerie au lycée Diderot, c'est un DNMAD. Et donc je me pose aussi une question par rapport à l'hybridation, c'est dans quelle mesure on doit apporter un côté royaliste, ou en tout cas qui doit intégrer un palais, comme vous nous l'avez bien fait comprendre. Et est-ce que dans le côté contemporain, on pourrait justement laisser tomber ces anciens codes?
Oui, alors vous n'avez pas à dessiner pour un roi ni à imaginer spécifiquement que ça intégrera un palais. Hein. Ça pourrait, dans l'idéal, aller dans une université ou être dans une ambassade, enfin en tout cas dans un lieu fait partie des affectataires du mobilier national, donc qui a une certaine forme de représentation. C'est pas un objet, mais ça reste un objet d'usage. Donc dans le domaine de l'horlogerie, l'idée c'est de s'inspirer de cette horloge portique qui vous est proposée et d'apporter tout ce que vous pouvez amener comme lecture personnelle, contemporaine, y compris sur des sujets qui peuvent être très, très techniques, très mécaniques par rapport à la structuration même de l'horloge. Sachant que vous pouvez tout à fait décider de faire, pas un pied de nez, mais de partir par exemple de la dentelle de la Vénus préhistorique et de considérer que votre ouvrage d'horlogerie a comme référence cette dentelle. Encore une fois, vous n'êtes pas assigné à un domaine parce que vous êtes en DNMA d'horlogerie, vous ne devez pas prendre comme référence nécessairement l'horloge. Elle est là, si vous le souhaitez, mais c'est pas une assignation. C'est valable pour tous les autres domaines, je pense à la céramique notamment. Vous pouvez tous vraiment vous inspirer, avoir une relecture d'un objet qui est issu d'une manufacture et d'un savoir-faire autre que votre domaine. C'est une possibilité. Mais, je vais me permettre de compléter, effectivement. Voilà, je trouve ça plus intéressant qu'on puisse s'abstraire. L'idée, c'est de ne pas faire une copie. Vous avez certes quelque chose concernant le savoir-faire et le patrimoine, mais voilà, on vous a présenté des collections aussi larges possibles qui puissent être utilisées à la fois par rapport à leur histoire, mais aussi par rapport à leurs motifs, par rapport à leur technique. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu s'abstraire de cette question. C'est-à-dire que votre référence, ça peut être, tiens, telle commande d'une œuvre pour tel lieu, et moi, je m'inspire de ça, ou de ce côté, même je vous montrais le chiffre de Napoléon qui a été supprimé. Enfin voilà, vous pouvez aussi travailler sur cette chose. C'est pas forcément une référence à ce que vous avez déjà utilisé. Il y a beaucoup d'entrées d'axes de lecture. Là, je vous ai fait un panel vraiment très général, mais chaque collègue inspecteur vous présentera plus en détail chacune des pièces de collection, un petit peu son historique, son motif, son auteur, etc. Et vous aurez donc de multiples possibilités en fait d'entrer dans cette histoire et dans cet objet. Bonjour, alors moi c'est Ambre Matet, je suis en DNMAD design d'objets à François Mansart. Et je me pose la question, notamment pour certains objets comme le lit pliant ou le vase transformé en lampe, enfin, comment dire, est-ce qu'on doit aussi travailler les objets à côté? Par exemple, pour le lit pliant, il y avait des bagages avec. Est-ce que c'est aussi des objets qu'on peut ou doit travailler voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, pour l'abat-jour pour la lampe, par exemple, ou l'étui pour le... Vous voulez dire des objets, est-ce que vous avez la possibilité de faire des objets qui vont autour, justement, enfin qui tournent autour, par exemple, dessiner, ce que dit Héloïse, dessiner l'abat-jour pour la lampe, enfin dessiner ce qui est absent, c'est ça votre question? Oui, c'est ça. En fait, moi je dirais, soyez le moins littéral possible. C'est un peu mon idée, si vous avez cette question d'irrévérence, peu importe, vous pouvez très bien choisir un détail d'un objet, vous pouvez ne choisir que la malle et pas le lit. Je veux dire, il y a un moment, voilà, nous on vous propose ces 16 objets, c'est une représentation d'une petite partie de nos collections. Sachez que ça a été aussi une grande difficulté déjà de choisir 16 œuvres parmi les plus de 100 000
pièces que compte le mobilier national. Voilà, on s'est amusé à choisir des choses un peu variées pour que vous puissiez piocher. Voilà, à la fois, comme je le disais, ça peut être une question technique, ça peut être une question de motif que vous réinterprétez, que vous transposez dans une autre technique. Ça peut être effectivement cette question de différents objets, de transformation d'un objet. Voilà, amusez-vous. Okay, merci beaucoup. Donc, Louise, du DSA comme de marque de l'ENSAMA. En fait, j'avais une question par rapport aux produits finis. On a beaucoup parlé d'objets, mais par exemple, pour le design d'espace, est-ce que le produit fini est forcément un objet ou peut être, ou c'est plus large dans la demande? Je repense à la réponse de Lucille à l'instant. En fait, tout ça, ce sont des invitations. Enfin, ces pièces, ces références sont des invitations. Ensuite, à vous de trouver l'application, le lieu et l'échelle à laquelle vous voulez y répondre. Après, donc, c'est possible, voilà, c'est possible de proposer un espace, un aménagement d'espace qui fasse référence, clin d'œil à ces références. Si effectivement la réponse, c'est une réponse en termes de design d'espace et d'agencement, par exemple, effectivement, là, c'est pas le produit, enfin, le produit, le livrable fini, c'est cet agencement. En revanche, si la réponse se traduit sous la forme d'un objet matériel, tangible, la présentation finale attendue, c'est bien cet objet matériel tangible, c'est celui-là qui devrait être présenté au jury final au moment d'abord du dépôt de dossier et puis de la soutenance orale pour les dossiers qui auront été présélectionnés. Donc, évidemment, il n'y a pas d'injonction sur la nature de l'objet même, puisqu'on ne veut pas vous limiter. Et la question d'avoir une représentation sur un agencement dans un espace donné qui reprendrait enfin, en tout cas, qui s'inspirerait de ces pièces, c'est envisageable. De même que il y a des étudiants de design graphique, donc on peut très bien imaginer aussi des traductions qui peuvent être typographiques ou presque voilà, mais numérique. Mais en tout cas, c'est cet élément tangible qui doit être présenté. Il faut que ce soit, on ne s'arrête pas. Enfin, il ne faut pas présenter un concept ou un croquis ou une intention. Il faut que ça aille jusqu'au bout de ce qui doit être présenté. Je me permets juste... est-ce que du coup, ce serait possible de se créer un propre cahier des charges avec un lieu assigné ou enfin, de s'inscrire dans un endroit précis avec un contexte? Ou ça doit être quelque chose qui doit être modulable en fonction de la finalité? Si votre réponse elle est en termes d'agencement, oui, il faut qu'en fait, il faut que l'ensemble soit imaginé jusqu'au bout, donc y compris dans ses contraintes. De même que si c'est un objet, les contraintes formelles de réalisation et de production de cet objet doivent être prises en compte, puisqu'à la fin, il y a une matérialité de l'objet. Bonjour, Angèle Maléfin, dentelière et brodeuse de l'ENSAMA. Je me permets de revenir sur les sous-thèmes dont vous avez parlé, à savoir donc savoir-faire et patrimoine, esthétique, innovation et actualisation et innovation. Forcément, en tant que métier d'art, je me sens un petit peu plus tournée vers le savoir-faire et le patrimoine. Pour autant, l'innovation reste partie intégrante de ma pratique. Et j'avoue que j'ai du mal à première vue à me situer sur l'un de ces sous-thèmes. Comment est-ce que vous voyez en fait l'hybridation même entre les sous-thèmes que vous avez conseillés? Alors, on va dérouler la présentation là tout à l'heure. Là, c'était un temps d'échange sur les collections. On n'a pas fini de vous présenter le concours. Donc, en fait, la suite de la présentation devrait y répondre. Ceci dit, je peux tout de suite vous le dire, c'est au moment où vous allez déposer, où chaque école va déposer les candidatures,
il faudra les déposer sous une catégorie différente. Nous allons constituer 3 jurys différents, enfin un pour chaque catégorie. Donc ce sera à vous de voir en fonction de votre projet. C'est au moment du dépôt seulement que vous aurez à vous positionner, mais ce sera à vous de voir en fonction du dessin que vous avez réalisé quelle catégorie vous semble la plus pertinente. La variation entre ces 3 catégories, c'est les questions de curseur sur ce qui est mis en avant en priorité dans la traduction qui est faite du projet, puisque évidemment, tout ce que vous allez proposer s'inscrit à la fois dans une notion de savoir-faire et de patrimoine, s'inscrit dans une dimension d'esthétique et de récit et produit une forme d'innovation. Enfin, on l'espère. Mais disons que par rapport à la catégorie, c'est l'accent qui sera mis sur la partie la plus saillante, ce qui a conduit ce qui a été le fil conducteur de votre réponse, un axe plutôt qu'un autre. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, on continue la présentation et notamment le calendrier du concours. Ça. Il y avait une question aussi. Ah, il y avait une question encore? Ouais, il y a une question. Elle est où? Elle est au centre, là-bas. Il y a encore une question? C'est possible de poser des questions encore. Bonjour, je suis Johanna, je fais partie de l'Institut Sainte-Geneviève en design d'objets et ma question est, en tant qu'étudiant, on doit explorer des pratiques diverses et variées, donc notre production sera faite à partir de ce qu'on fait de nos propres mains, mais est-ce que c'est possible d'intégrer aussi, par exemple, des métiers d'art qu'on aurait appris en stage et par conséquent aller vers des artisans qui, eux, sont des professionnels et donc aller produire chez eux ou en tout cas intégrer des produits, enfin, des choses qu'on produit chez eux avec leur savoir-faire dans nos productions pour le concours? Alors, l'idée, effectivement, c'est pas forcément de produire avec vos mains propres, c'est de construire des collaborations. Vous pouvez effectivement construire ces collaborations. Alors, on vous encouragera plutôt à le faire avec d'autres étudiants sur le même secteur, mais on sait aussi que parfois, c'est compliqué de pouvoir aligner les agendas, d'être en capacité de libérer suffisamment de temps pour produire. Donc, le fait de faire appel à un professionnel, un artisan pour produire une partie des réalisations de prototypes, par exemple, ça vous appartient, ça reste une possibilité. Merci. Question? Calendrier? Calendrier. Alors. Alors, donc, vous avez sous les yeux le déroulé de cette année, l'organisation de ce prix Jeune Création, qui démarre aujourd'hui, lundi 29 septembre, lancement. La prochaine étape du calendrier concerne les équipes pédagogiques et les DDFTP également. Elles se tiendront... Non, excusez-moi, je ne vois pas en fait. Non, Alors, la prochaine étape, ce sera les 15 et 16 octobre. Alors, l'horaire, je ne sais pas si tu l'as déjà... Horaire à définir. Il faut qu'on définisse l'horaire. Alors, ce sera le 15 après-midi et 16 matin. Et ça se traduira sous la forme d'une visio qui sera également enregistrée, donc vous pourrez avoir un replay. On sait que là, tout le monde n'a pas pu être présent déjà dans la salle. On est désolé, mais on fait une captation pour que vous puissiez, de retour dans les écoles, tous avoir tous les éléments. Les 15 et 16 octobre, c'est donc 2 temps de visio, de présentation détaillée des objets de ces 16 pièces qui vous ont été présentées par les inspecteurs des collections qui sont responsables de leur conservation au sein du mobilier national. Vous aurez donc des éléments, comme le disait Lucille tout à l'heure, qui préciseront le contexte de création, qui préciseront ce que l'on sait du créateur, les différents
usages qui ont pu être faits, les déplacements qui ont pu être faits, éventuellement les travaux de restauration, les techniques qui ont été mobilisées. Donc vous aurez vraiment la fiche d'identité complète de chacune des 16 pièces présentées par les inspecteurs qui en prennent soin au quotidien. Donc 2 temps de visio qui devraient durer entre 1h30 et 2 heures chacune, qui vous permettront d'avoir vraiment le panorama complet, exhaustif des pièces et de vous positionner pour choisir là où les pièces sur lesquelles vous allez orienter votre travail en tant que groupe. Alors, 2 visios, parce que alors, ce ne seront pas 2 fois les mêmes. Hein, c'est en fait les inspecteurs sont chacun responsable d'un champ, d'un secteur et d'une collection. Donc en fait, la première visio, peut-être que tu sais déjà, Lucille. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement calé, mais en fait, on est donc 9 personnes en tout à présenter entre 1 et 3 œuvres de cette sélection. Donc on vous fera un petit peu. Alors c'est un peu par typologie forcément quand même, et donc on fera 2 temps d'échange. Alors bien sûr avec questions possibles sur chacun des thèmes. Donc ça, je vous fournirai le planning, le détail. Comme ça, vous saurez quelles pièces sont présentées dans quelle visio. À l'issue donc de cette prise de connaissance complète et la plus exhaustive possible des pièces, vous aurez à vous positionner pour que l'on puisse vous faire découvrir en vrai ces pièces au Mobilier National. Les pièces seront toutes rassemblées et mises en place pour que vous puissiez venir. Alors vous êtes donc, comme on l'a dit, plus de 430 à participer, donc on ne peut pas accueillir sur le même temps 430 personnes pour voir de façon qualitative des pièces. Donc on organisera entre le 4, le 5 et le 6 novembre un roulement, un ordre de passage sur lequel vous viendrez voir, découvrir ces pièces et où les inspecteurs vous accueilleront également pour vous présenter les pièces sur lesquelles ils sont en autorité, on va dire. Et donc, l'idée, ce sera que vous puissiez vous positionner sur un créneau en fonction des pièces que vous avez choisies. Ça donnera aussi un peu une idée de la façon dont ça se répartit. On espère qu'on aura une répartition la plus équilibrée possible et qu'on n'aura pas 400 personnes sur les mêmes 3 pièces. Et on verra bien comment ça se présente, auquel cas il va y avoir des répétitions. Là, c'est... Voilà. Viser l'originalité. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, au sein des écoles, vous pourrez vous aussi réfléchir à la façon dont vous vous positionnez. Et on vous donnera donc des créneaux de rendez-vous pour venir. Ce n'est pas une obligation. Si c'est compliqué pour vous de venir et qu'il n'y a pas moyen, vous ne prendrez pas rendez-vous. En revanche, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous positionner et de vous engager. Et si vous avez dit que vous êtes là, vous êtes là. C'est un petit point de détail, mais... Alors, ça peut compter. Et effectivement, c'est plus simple si dans chaque école, il y a une répartition un petit peu plus générale déjà sur les collections, notamment parce que, comme vous vous en doutez, voilà, 400 personnes autour des collections, c'est un petit peu compliqué. On a certaines pièces qui sont petites et fragiles, donc il n'y aura pas de manipulation. Si vous voulez pouvoir bien les appréhender, voilà, c'est mieux si on a des petits groupes. Si jamais vous utilisez 2 à 3 pièces en référence, ça pourrait être bien de vous répartir. Alors bien sûr, on essaiera de les présenter au maximum dans la même pièce, voilà, sur des tables ou autres, voilà. Donc vous pourrez quand même voir les autres pièces, mais on essaiera quand même de limiter le nombre de personnes présentes pour chacune des présentations par l'inspecteur. Voilà, vous vous doutez bien que recevoir un groupe de 75 personnes autour d'une œuvre, c'est assez peu envisageable. Donc voilà, ça pourrait être présenté. Et là, ce sera également la possibilité d'un temps d'échange, puisque vous aurez déjà eu une présentation historique. Là, ça vous permettra d'appréhender l'œuvre véritablement, voilà, en visio au sein de nos réserves. Donc c'est aussi une belle occasion. Merci Lucille. L'étape suivante concerne le mentorat, donc le mécénat de compétences Hermès. Alors, certains d'entre vous étaient peut-être déjà sur le concours l'an dernier. On a eu la possibilité l'an dernier d'avoir quelque chose de très resserré comme accompagnement. Là, vu le nombre, ça va être un petit peu différent. Et la première étape de ce mécénat de compétences, ce sera d'abord
en direction des équipes pédagogiques, donc des enseignants, pour qu'ils fassent connaissance avec les mentors. Alors, je ne sais pas exactement combien ils seront, mais une vingtaine, peut-être. C'est une bonne question. On va lancer le mentoring. On espère au moins, comme l'année dernière, une vingtaine, peut-être une trentaine de collaborateurs mobilisés sur cette question. Et donc l'idée, c'est d'organiser donc chez Hermès la rencontre entre les mentors et les équipes pédagogiques en forme de speed dating pour que chaque encadrant puisse avoir pour les étudiants qui l'encadrent un ou plusieurs mentors de référence qui accompagneront donc au long du projet les équipes dans le concours selon les principes que Rémi a exposé tout à l'heure, qui sont effectivement non pas d'intervenir sur le fond du projet, mais bien d'intervenir sur sa mise en valeur, sa communication, le rayonnement de sa création. À l'issue de ce temps de rencontre et d'attribution entre mentors et collectif école, disons, on va dire ça comme ça. Il y aura donc des rendez-vous réguliers qui seront posés. Là, on n'a pas d'agenda de ces rendez-vous. C'est en B2B entre le mentor et les équipes au sein d'une école qui sera accompagnée que les rendez-vous seront pris donc, entre eux, la durée du concours entre novembre et mars. La deadline pour le dépôt des projets, c'est le 15 mars. Voilà. Alors peut-être un petit mot sur les quotas, dire qu'il y a un quota par établissement. Oui, l'idée c'est d'avoir, vous êtes très nombreux, c'est d'avoir en fait au prorata par établissement en fonction du nombre d'étudiants, du nombre de collectifs, de groupes d'étudiants qui sont engagés dedans, on vous indiquera le nombre de projets que vous pourrez déposer. Donc, ce qui signifie qu'au sein de chaque établissement, enfin, vous procéderez à vous de voir quelle politique de sélection vous voulez mettre en place, mais il y aura une présélection à faire au sein de vos établissements pour savoir quels sont les projets qui seront soumis au jury du concours. L'idée étant qu'au départ, une fois que vous aurez fait cette présélection, les écoles déposent, enfin les étudiants déposent un certain nombre de candidatures et ces candidatures, ces dossiers complets seront examinés par le jury sur une première phase qui sera une phase de présélection sur dossier. On ne fera pas un oral pour l'ensemble des candidats qui seront, enfin l'ensemble des projets qui seront présentés. Parce que ne seront finalement présentés à l'oral que ceux qui auront été présélectionnés par le même jury, mais présélectionnés sur dossier. Parce qu'on était à peu près, c'était une jauge, on était sur une soixantaine de dossiers déposés, c'est ça? On a dit 50 plutôt. On était sur l'idée d'une cinquantaine de dossiers déposés à examiner par le jury et environ entre 9 entre 9 et 12. En fait, 9 projets. 9 projets présentés à l'oral. Et qui, du coup, bénéficieront d'un second mentoring, mentorat, de mécénat Hermès, justement, sur cette présentation, vraiment sur cette présentation orale. Et le jury final se tiendra entre le 13 et le 16 avril. La date n'est pas encore fixée, ni sa composition. Il y aura évidemment des représentants du campus du Mobilier National d'Hermès et des services des collections des manufactures nationales. Et puis, comme à chaque fois, des personnalités invitées, donc en général des designers. Alors, il manque une date dans ce calendrier, c'est la date qu'a évoquée Hervé Lemoine précédemment, c'est la présentation des projets lauréats lors de l'ouverture de la Paris Design Week 2026. Je crois que c'est 10-14, c'est un peu plus tard l'année prochaine, c'est 10-14 septembre. Oh, trop bien. Voilà. Et effectivement, la participation à la campagne d'acquisition des 3 projets lauréats, elle a lieu quand, la campagne d'acquisition? Alors, en règle générale, on fait une présentation. Alors, c'est un peu sur 2 années.
Alors, si c'est en septembre, il faudra qu'on voit effectivement, puisque en fait, elle a lieu à la rentrée, et ensuite on sélectionne tous les projets qui sont ensuite intégrés dans nos collections entre voilà. Oui, en fait, là, ce sera plus sûrement printemps suivant. Alors, parce ceci que dit, le sinon, jury ça va a être lieu un peu juste. En avril, le 16 avril. Le jury, on n'a pas encore la connaît. date. Si on connaît le 13-16 avril, ça pourrait être intégré peut-être. Je vais voir pour la date, parce qu'en général, c'est à peu près à cette période-là. Et on dit aux lauréats et on commence à recevoir les œuvres à partir de la rentrée pour une présentation. On fait une présentation de l'intégralité des lauréats, enfin voilà, des objets acquis toute fin janvier ou début février de l'année suivante. Très bien. Donc ça pourrait être Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question. En attendant que le micro passe, je vais peut-être rajouter une petite question sur la documentation par rapport aux œuvres. Donc là, on vous a présenté très rapidement chacune des pièces qui vous seront présentées plus précisément pendant la visio. On vous donnera également des éléments de bibliographie, puisque la plupart des œuvres qui sont sélectionnées sont des œuvres qui sont assez bien documentées. Et je vous invite également à aller sur le site des collections du Mobilier National. Si vous tapez « Collection Mobilier National », vous retrouverez beaucoup d'informations, à la fois sur les œuvres mêmes, mais aussi sur tout le reste de nos collections. C'est une base qui est mise à jour très régulièrement. Donc, vous pourrez voir les dernières acquisitions. Vous pourrez comparer, par exemple, si vous choisissez tel artiste, vous pourrez voir toutes les pièces que nous conservons de tel artiste. Enfin, voilà, ça vous donnera des éléments également de contexte si vous voulez un petit peu approfondir sur chacune des pièces. Même si, voilà, on ne vous demande évidemment pas un exposé d'histoire de l'art sur l'œuvre à la fin, mais c'est important de connaître un petit peu son contexte pour pouvoir l'utiliser au mieux. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis en DNMAD d'objets d'exception à Olivier de Serres, enfin NSAMA. Je voulais savoir, quand vous dites qu'il y aura 9 oraux présentés, est-ce que ce sera par sous-catégorie ou Oui, l'idée c'est d'être à chaque fois le plus représentatif et équitable, enfin pas équitable mais équilibré. Donc ce sera 3, il y aura 3 x 3, enfin 3, okay. 3, 3, voilà exactement. Merci. C'est pour ça peut-être 4 quand même. Alors le règlement du concours va être adressé à vos enseignants avec tous les détails nécessaires pour mener à bien ce concours. Donc pour le dépôt des dossiers, donc la partie écrite, la partie sur dossier, nous vous demanderons de présenter une note d'intention, des croquis, dessins, éléments 3D et photos. Alors, des croquis, maquettes et rendus 3D, mais également des prises de vue réelles du projet dans son état d'avancement. Donc il s'agit d'une maquette, même si c'est un détail, en tout cas on veut une amorce d'éléments réels, puisque comme vous l'aurez compris, pour nous c'est important, c'est pas un concours juste pour de l'image, on attend vraiment des maquettes, des éléments tangibles et physiques, ne serait-ce que parce qu'ils seront exposés lors de la Paris Design Week. Donc une note d'intention, croquis, maquette, rendu 3D, des prises de vue du projet en cours d'avancement et une fiche technique qui décrit les matériaux, les dimensions, les techniques envisagées. Tout cela sera détaillé dans le règlement. Et pour l'oral, un poster du projet, un poster format 60-120, donc vertical, un dossier documentaire réunissant la note d'intention, des croquis, les photos, possiblement les 3D, et des mises en situation, si nécessaire, si signifiant surtout. Et enfin, et surtout, une production tangible. Donc par production tangible, on entend soit une maquette 3D soit une maquette à l'échelle, avec des échantillons, échelle 1, si nécessaire, encore une fois c'est signifiant, ou un prototype final, un prototype réalisé.
Est-ce que ça suscite des questions? Oui. Bonjour, je m'appelle Jacques Averna, je suis enseignant à l'ENSAD en design d'objets. Je voulais savoir si il revenait aux étudiantes, aux étudiants, aux établissements de fournir la pièce finale, ou est-ce qu'ils pourront se faire par la suite accompagner par exemple par le Mobilier National pour une fabrication? Alors là, par la suite, ça veut dire... Si le projet est lauréat. Ah, si le projet est lauréat et que... Et à qui? Et est-ce qu'il peut être mis en... Ou est-ce que justement seraient favorisés des objets qui sont réalisés directement par les étudiants? Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il y ait un accompagnement par les ateliers. C'est bien pour ça qu'on vous fait présenter les choses au sein de la campagne d'acquisition où on achète des choses qui sont finalisées. Effectivement, Hervé Lemoine parlait du projet qui a été imaginé pour la table du Conseil des ministres. Là, c'était bien un projet ensuite réalisé. Là, soyons francs, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Donc, je peux reposer la question, mais je ne suis pas certaine. On est vraiment plutôt sur... On part de nos collections et vous aboutissez à un produit fini, quel qu'il soit. Ce qu'on attend véritablement, c'est de l'ordre du produit fini. C'est-à-dire pas forcément du produit fini éditable au sens... qui remplirait le cahier des charges pour pouvoir être mis à disposition du public, par exemple, mais un produit fini, réalisé, et autant que faire se peut dans le matériau du choix. Sinon, c'est le prototype plus les matières qui permettent d'avoir une idée, mais l'idée, c'est d'avoir un produit fini. Comme le cahier des charges est très ouvert, il vous appartient de trouver les moyens de la réalisation de ce produit fini et d'adapter aussi vos ambitions à vos conditions de production. C'est-à-dire que si vous imaginez quelque chose à partir de matériaux que vous ne pouvez pas travailler, que vous ne pouvez pas vous fournir et qui nécessiterait des dizaines ou des centaines de milliers d'heures de travail, ça ne marchera pas. Alors ceci dit, quand même, c'est important de dissocier lauréat du concours et campagne d'acquisition. Enfin, voilà, c'est une possibilité, ils sont présentés. Après, on ne vous demande pas de réaliser une pièce pour qu'elle soit présentée à la campagne d'acquisition. Comme on l'a dit, vous pouvez, dans le règlement, vous pouvez présenter une maquette à l'échelle avec des échantillons. Il y a aussi, effectivement, selon les catégories, l'accent n'est pas mis au même endroit. Effectivement, la catégorie autour de la narration peut permettre une proposition plus de l'ordre de la projection à voir, mais... dissociez bien la campagne d'acquisition du prix lauréat, même si c'est une opportunité de suite et de succès, mais la finalité du concours, c'est pas d'être présenté à la campagne d'acquisition. Une petite question concernant l'échelle. On parle de prototype et on parle de maquette échelle 1, donc ce qui est la même chose. Non, il y avait il y avait deux possibilités dans le tangible, c'était maquette à l'échelle, pas 1, mais à vous de la définir, avec des échantillons échelle 1, ou seconde possibilité, prototype. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu la liste des... Vous êtes tous là ? Voilà, quand même, on tient à souligner le grand succès de l'édition de cette année, de cette 6e édition, avec effectivement plus de 430 élèves et étudiantes mobilisés. Vous avez sous les yeux là, la liste de tous les établissements mobilisés par ce prix. On est ravis. On est vraiment ravis. J'espère que vous aussi. Ça va être super. Ah oui, je ne sais pas, on l'avait mentionné que je sais pas. Tout était capté.
En fait, je pensais à vos camarades qui n'ont pas pu assister. C'était le sens, en fait, de la présentation du nombre de candidats. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin, nous avons mis en place une captation de ce lancement qui sera donc monté et partagé à tous les établissements pour permettre à tout le monde d'avoir une bonne connaissance des propos qui ont été tenus ce matin. On vous transmet donc le lien vers la captation, le descriptif des pièces avec, le PowerPoint qui a été présenté là, donc avec le calendrier et une première présentation des pièces. Le rendez-vous, on vous donnera la date, l'horaire précis et le lien de connexion pour la présentation des collections par les inspecteurs les 14 et 15 octobre. Pas de bêtises. 15 et 16, voilà, j'ai dit des bêtises. 15 et 16 octobre. Et pour les inscriptions, le dépôt de vos dossiers, on vous donnera un lien d'inscription sur une plateforme qu'on utilise pour collecter l'ensemble des dossiers à laquelle le campus est abonné, qui s'appelle la plateforme Winio. Et dès que vous avez un peu constitué vos collectifs, vous pouvez commencer à ouvrir, on vous mettra le lien, vos droits sur la plateforme pour au moins, ne serait-ce que désigner votre collectif et répondre à la question de la pièce que vous avez désignée, que vous avez choisie, et ensuite vous déposerez vos dossiers définitifs dessus au mois de mars. Mais oui, on n'a pas parlé du prix. Voilà. Donc, même si on sait que vous faites ce concours avant tout pour le challenge et parce que c'est chouette. Stimulant, intéressant, il y a beaucoup de qualités dans ce concours. Et au-delà de la joie d'être présenté dans la campagne d'acquisition du Mobilier National et de la reconnaissance institutionnelle que représente le fait d'être lauréat, il y a également une récompense qui est associée à ce prix, qui est répartie entre les collectifs lauréats. Le montant global de cette récompense est le même chaque année, il est de 15 000 € et il est réparti, c'est-à-dire que là, il y a 3 prix qui sont chacun à 5 000 €. Et si vous êtes, en fonction du nombre d'étudiants dans chaque collectif, ça se répartit par étudiant, ce n'est pas 15 000 € par personne. Voilà. Ça fait toujours plaisir quand même, hein. Allez, une dernière question et on vous libère. Attendez, il y a encore une question avant de vous laisser partir. Bonjour, l'école du Perret. Une petite question. Vous nous avez bien dit que le 15 et 16 octobre, les présentations des pièces par les inspecteurs conservateurs des différents départements concernés seront enregistrées et disponibles. Elles sont en visio et elles seront enregistrées. Et elles seront systématiquement enregistrées. Parce que les étudiants seront en voyage d'études. Je ne suis pas sûre qu'on puisse les programmer durant cette période-là. Non, mais je suis pas sûre qu'on puisse y assister. On a bien pensé. D'ailleurs, le format visio, on avait cet élément en ligne de compte. Donc, ce sera une visio. Et comme toute visio, effectivement, elle sera captée et disponible sur une plateforme. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.